Kawhi Leonard contre Joel Embiid, 6e manche. Jimmy Butler, lui, veut aller chercher un match 7 décisif. À l'ouest, Portland reçoit Denver. Match 6 également. Folie, tension et panier incroyable. Vous êtes bien en play-off. Et c'est petit peu mignon, le premier sommaire de Myriam, notre stagiaire, qu'on embrasse, qui a été avec nous pendant 2 mois et c'était parfait. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra et on est en direct. Il y a comme une odeur de match 7 dans l'air. On va en parler avec Xavier Vaution et Chris Singleton. Bonjour messieurs. Salut. Hello Ravi, hello boss, hello everybody. Tout va bien, Christopher? Ouais, tout va bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur ce plateau-là. Ça, c'est vrai. Et puis on est dans le canapé. Ouais, puis on travaille la nuit. Hein. Autant dimanche, il était pas loin. Non, il était sur mon canapé, pas moi. Mais il n'était pas sur le canapé, c'est vrai. Bon, on a 2 affiches à vous débriefer de la nuit dernière de match 6 qui opposait déjà, on va commencer par celui à l'Est, Toronto à Philadelphie. Cette série qui est en train de nous tenir en haleine. On va y revenir dans cette série. Il y avait 3-2 avant ce match-là. Les images du match 5 pour resituer tout ça, c'était mardi soir, Xav. La gifle, plus 36 Toronto. Ouais, incroyable ce qu'ont mis les Raptors. Une équipe de Philadelphie qui n'avait absolument aucune réponse sur cette partie. Du moins, après, ça reste un match et on sait que bon, d'un match sur l'autre, il peut y avoir d'énormes différences. Mais là, ces Raptors-là étaient plus qu'impressionnants pour le plus grand plaisir de Drake, d'ailleurs, qui n'a pas oublié de le faire rappeler à Joel Embiid. Ouais, qui a dit qu'il ne reviendrait pas à Toronto. Bah oui, ça faisait 3-2 du coup dans cette série. Une balle de match, une première déjà pour Toronto hier soir. Sauf que là, ça se passait à Philadelphie ce coup-ci. Et avec toujours ce point d'interrogation, cette énigme permanente qu'est Joel Embiid et sa santé. On sait qu'il était sous perf il y a encore quelques jours, ce qui pouvait expliquer ceci ou cela. Kawhi Leonard, en tout cas, sera l'un des premiers à dégainer. Mais c'est assez serré, mais globalement à l'avantage des Sixers. Un James Ennis qu'on voit beaucoup, un Tobias Harris qui est à droite. Et en premier quart-temps, Chris, les Sixers sont devant et il n'y a rien à redire. Ouais, surtout, on a un Ben Simmons, on a l'impression qu'il a passé un cap, qui a décidé qu'il fallait absolument qu'il apporte en attaque. Et ça, il a bien fait. Joel Embiid, on va le retrouver à 3 points et à droit sur la tête de Marc Gasol. Et puis la série des Sixers qui continue et des quarts qui se creusent. Et là, on se dit, tiens, c'est comme le match d'avant, mais dans l'autre sens. Kawhi Leonard, parce qu'il y aura quand même une réaction des Raptors qui vont revenir petit à petit dans la partie pour repasser sous la barre des 10 points. Avec ici notamment la finition en contre-attaque, toujours signée Kawhi Leonard. 3e quart-temps, plus 10. Et là, les Sixers qui vont reprendre assez sérieusement l'avantage. Jimmy Butler est toujours dans le coup, parce que même quand ça ne veut pas aller dedans, ça finit quand même par y aller. En prenant le rebond offensif, Jimmy Butler toujours, et regardez le score, il est totalement à l'avantage des Sixers. Hop là, Jimmy Butler. Jusque-là, énorme Jimmy Bucket. Jusque-là, tout va bien, donc la réaction, elle arrive. Encore une fois, elle est emmenée par Kawhi Leonard qui va dunker carrément sur Tobias Harris, mais c'était certainement le dernier moment d'espoir pour les Raptors dans cette rencontre. Joel Embiid s'est superbement suivi ici par Ben Simmons. Un Joel Embiid dont on va reparler dans quelques minutes. Ça replane. Ouais. Pour lui. Ouais, enfin vite fait. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal ça aussi. Et ça va très très vite en contre-attaque encore une fois. Conclu par Ben Simmons. Le contre, c'est un petit peu l'image du match de Joel Embiid sur Kawhi Leonard. On y va tout droit vers ce match qui était tellement attendu, il était presque téléphoné. Joel Embiid encore une fois à 3 points. Le rapport plus-minus d'Embiid hier soir est un véritable délire lorsqu'il est sur le parquet. Eh bien, ce n'est plus du tout le même match. Il va terminer. Ah, c'est pas non. bon. Ça va vite ici. Bon bah, on a spoilé le résultat de notre match, hein, les amis. On va vite sortir de ce box score, on le verra tout à l'heure. Par contre, si vous avez sous le coude celui de Philadelphie-Toronto, moi je veux bien qu'on y jette un œil. Je crois que c'est Myriam qui a fait ça. Bravo, voilà, Myriam a foutu le bordel. Bravo Myriam. Voilà, ça c'est les bonnes stats. C'est bon. 112-101, ce sera donc le score final. Alors, un score final qui n'a pas vraiment de rapport avec le match, tellement les Sixers se sont relativement promenés dans cette rencontre. Le plus, regardez les stats de Joel Embiid, il n'y a rien de folichon. Non. Quand il est sur le parquet, il y a 42 points d'écart. C'est À ça qui est l'avantage fou, des Sixers par rapport aux Raptors. Plus 42 ou 41, je ne sais plus, 40. Ouais.
40 points d'écart. On va en reparler tout à l'heure de ça, et t'as raison, parce que statistiquement, pourtant, son apport est discutable, mais l'apport indéniable. Bon, dans l'immédiat, Chris, ce qu'on retient, c'est que Philly l'a fait, on va avoir droit à ce match 7. Oui, absolument, et je pense que c'est un peu à l'image de la série. De toute façon, on a deux équipes de jour au lendemain qui ne se ressemblent pas. Ouais. Donc, une domination à un côté, après, c'est les Sixers. Ce qu'on voit avec Toronto, tout simplement, quand il n'y a pas cet apport, cet impact à l'intérieur, parce que Marc Gasol, Ibaka, très plat. Et toujours le facteur X de Toronto, Kyle Lowry, qui fait un match sur 2. Et là, il n'était pas du tout. Mais ce qui était impressionnant, c'est les Sixers qui ont retrouvé leur jeu rapide, leur intensité en défense et le sourire d'Embiid. C'est vrai, le sourire de Embiid. Mais il y a quand même un homme qui alors j'allais dire éclos ou confirme, ou ce que vous voulez d'ailleurs, c'est Jimmy Butler dans ses playoffs qui est en train vraiment de montrer une constance incroyable. Tout le monde, après le match, ne parlait que de la perte de Jimmy Butler. The way he started, even the way he ended the first half, he just stamped his authority and his skill package and his will, pick whatever words you want. He was all over that game. And, you know, the mood in the locker room as we went through sort of an early shoot-around, our version of shoot-around before, you could sense the serious side. They got the moment. And I think he got it as much as anybody, and led us. He was a tremendous leader, and his performance mirrored his attitude. It's just the energy he brings, offensively and defensively. When you have a guy like that, it kind of sets the tone, and everyone's able to feed off that. So he really gets us going in the game. So especially James Ennis, guys like that, Mike Scott, guys who come out and just play physical and have that passion for the game, allows everybody to kind of have that same mentality and mindset. It was great. Carried us offensively and defensively, obviously. You know, feel like the last stay that he had before the half was huge, especially for the momentum. You know, just we need him to be the same, especially up in Toronto. Alors on reviendra aussi sur la perte de Joel Embiid, on parlera de Ben Simmons, mais j'aimerais d'abord qu'on s'attarde sur Jimmy Butler, ce qu'il a fait hier et ce qu'il fait depuis le début des playoffs, Xav, parce qu'on peut peut-être se poser la question, au final, sur ces playoffs, le meilleur Sixer, est-ce que c'est pas lui? Si, t'as raison, et je pense que c'est même complètement le leader de l'équipe. Alors un leader avec quelques points d'interrogation derrière. Il ne faut pas oublier que Jimmy Butler peut être free agent à la fin de la saison, comme Kawhi Leonard en face d'ailleurs, que beaucoup pourraient imaginer d'ailleurs voir éventuellement jouer ensemble quelque part. Bonjour. Et surtout, il est en train de se racheter une image. Parce que l'image de Jimmy Butler ces derniers mois était quand même relativement catastrophique. Moi, l'image qui me marque le plus de lui, c'est quand... c'est cette fameuse discussion, enfin en tout cas ces encouragements qu'il avait auprès de Joel Embiid là, il y a quelques jours. Celle-là, elle était très très forte et c'est là où on voyait un Jimmy Butler qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et j'avoue que je suis assez admiratif de ce qu'il fait et c'est vrai que c'est un petit peu le baromètre parce qu'on sait qu'on va avoir très probablement Joel Embiid. Si Embiid est nul, vous pouvez oublier. Enfin là, c'est Game 3 matchs où il est un peu en dedans. Moins hier soir, mais depuis 2 matchs avant ça, il était en dedans. Hein. Son importance, oui, c'est vrai. Et l'importance de Jimmy Butler aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression que ça en fait, avec Joel Embiid, le joueur majeur de cette équipe-là. Et c'est pas pour rien qu'il y ait des rumeurs éventuellement, pour garder Jimmy Butler, on serait presque prêt à faire bouger Ben Simmons. Parce que Bill, ça fait longtemps qu'il ne sert plus à rien. Mais Ben Simmons. Pas la même chose. Chris, t'es surpris, toi, de l'impact de Jimmy Butler? Non, on a toujours vu que c'est un joueur avec un package, comme Brett Brown l'a dit, du jeu qui est très dense. Bon, ce qui est surprenant, ou pas, c'est effectivement, on a l'impression qu'il a changé. C'est-à-dire, est devenu un vrai leader qui s'occupe des autres joueurs au lieu de lui-même. Donc, c'est vrai, tout ce qu'il amène à table, défensivement, on a vu qu'il a fait 8 passes décisifs. Et puis, il met des points clés. C'est ça la différence. C'est pas un joueur de stats. C'est un joueur qui a un vrai impact sur le score. Et puis, voilà, donc c'est lui vraiment, parce que les autres joueurs, Reddick, qui va mettre dedans ou pas, ça sera toujours combat. Embiid, il y aura Yves ou pas. Simmons, on sait qu'il va peut-être faire un match sur 2, donc c'est le vrai joueur stable. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On va parler d'un apport statistique intéressant, celui dont Xav parlait tout à l'heure. Joel Embiid, hier soir, c'est 17 points, 12 rebonds. C'est un pourcentage douteux, 5 sur 14 au tir. Et pourtant, il y a cette stat assez folle. Vous savez ce qu'on appelle, donc Xav en parlait, du plus-minus sur cette série. Regardez la différence. Quand Joel Embiid est sur le banc, entre le moment où il va sur le banc et le moment où il revient en jeu, son équipe est à moins 97. Le temps qu'il passe sur le parquet, plus 80. C'est quand même impressionnant pour un joueur qui est en dedans depuis 2 matchs, quand même. Alors, dont
40 de plus avec ce soir. Oui, mais même Voilà. 100, ça fait quand Donc, même 15. même 100, parce que quand on voit, il y a quand même la moitié de la série, je suis un peu dur, mais où il est passé effectivement au travers, où il était malade, blessé, quelque chose. C'est évidemment plus du tout la même équipe avec ou sans lui, mais c'est vrai que cette stat, elle est absolument folle. Vous imaginez le delta entre les deux, parce que là on voit moins 90 plus 80, le delta qu'il peut y avoir, mais c'est complètement fou sur 6 matchs. Sur 6 matchs, mais on est dans un délire. Ça prouve quoi, Chris? Ça prouve que ça change tout entre. Il y a 2 équipes Sixers avec et sans Joel Embiid, c'est ça? Ah bah complètement. Ah, il y en a toujours eu. Je pense que Joel Embiid, déjà, sur le côté défensif, il amène énormément de choses, même quand il contre pas, sa présence. C'est la même chose en attaque. Quand tu le mets poste bas, tu peux pratiquement jamais le laisser 1 contre 1. Qu'il est dans un bon jour ou pas, il faut aider. Donc à partir de là, ça ouvre plein de choses pour les autres. Et comme hier, il est resté longtemps dans le match quand même. Ouais. C'était un peu douteux. Mais à la fin, on se demandait pourquoi il est resté si longtemps d'ailleurs. Ça peut aider, le plus-moins. On va. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est de gagner ce match-là avec un Joel Embiid dans cet état-là. 3 jours avant, Embiid faisait le même match, ils en prenaient 30. C'est vrai, mais hier soir, il y en a qui ont vraiment montré autre chose, et à commencer par Jimmy Butler, bien sûr. Il y a un joueur qui a surpris aussi offensivement hier, c'est Ben Simmons. On est tous d'accord, les 21 points de Ben Simmons, on ne les avait pas forcément vus venir. Chris, 2-3 images à te montrer en palette. J'aimerais bien que tu nous décortiques un petit peu ça, s'il te plaît. Yes, sir. Donc voilà le simple pick and roll avec Joel Embiid. Donc il a l'option de choisir le coin, ressortir Embiid. Il fait le bon choix parce qu'il regarde bien la défense, ce qu'il est en train de faire. Donc là, il va voir qu'il y a le tunnel qui s'ouvre. Et déjà avant de faire la passe, il voit le mouvement des joueurs et les défenseurs, le placement. Donc c'est cette vision de jeu un petit peu à la Magic Johnson qui possède. Après, savoir que physiquement, il est énorme, il est capable, près du cercle, de vraiment finir les choses correctement. Là, c'est pareil, le drive dans l'axe. Il pense que la défense donne. Et ce que j'allais dire, c'est que là, il l'a peut-être pris plus que d'habitude, parce que cette agressivité-là, on ne l'avait pas connue. C'est quelque chose qu'on décide avant. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Il sait parfaitement bien quand il a besoin de soutenir les autres joueurs. Et quand il fait ça, ça ouvre aussi beaucoup de choses pour les Sixers. On aura donc ce dimanche, messieurs, le Graal de ces playoffs, un match 7 Philly face à Toronto. Écoutez. It's going to be a big game for us. We got to play harder. We got to do everything we need to do to win the game. It's game 7. It's do or die. Win or go home, really. Game 7, we're going to need it. I'm going to need to be on the court, and I intend to be ready for everything if I had to play a whole game. That I understand that it's game 7, but got to come in and, fight just like we did tonight. Our back was on the line tonight. I feel like our back is still on the line. He's on the line, so we just got to do the same thing, come back, and like you said, it's all about defense. If we play defense like we played tonight, in game 2 and 3, we feel like we can beat anybody. So we got to come in and be ready. Match 7 dimanche soir entre Philadelphie et Toronto. Ce sera 1h du mat. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur Beansport. Je dis pas de bêtises. On y travaille. Non, mais autant être clair. Parce que, pendant la saison, vous faites 2 matchs. Là, il n'y en a qu'un au moment où ça devient le plus intéressant. J'ai bien noté. Le moment où ce sera le plus intéressant, ce sera dimanche soir. Il y aura tous les matchs. Très bien, comme ça au moins. J'espère que vous avez bien noté de votre côté aussi ce match 7, un petit peu d'histoire qui se passera à Toronto. Statistiquement, il devrait, je dis bien c'est une statistique, devrait être à l'avantage des Raptors. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire des matchs NBA, il y en a eu 132 matchs 7 dans les playoffs et 79% du temps, c'est l'équipe à domicile qui s'est imposée. Toronto a été bon cette année à domicile. En playoff, 4 victoires, 2 défaites. Mais ils en laissent en route parfois. Comment vous le sentez venir, vous, messieurs, ce match 7 ? Xav ? Avec des points d'interrogation dans tous les sens. On peut faire le match avant, on peut le faire dans tous les sens. On est sûr de se lourder. J'ai envie de vous dire, avantage Toronto. Mais je sais que je peux me planter, mais mais comme il faut. Non, honnêtement, j'en sais foutre rien. Tiens, j'en casse la table. Je n'en sais absolument rien. En même temps, tu m'expliques à quoi ça sert, ce truc-là. J'en ai aucune idée. Ludo, fais quelque chose. Je sais pas, c'est de la merde, ton truc, là. Il y a un truc, là, on dirait une pile, tu sais, que tu mets dans les... Bon, une fois qu'on aura fini chez Ikea, on parlera de match 7. Chris ? Ouais, un peu pareil. Je pense que Toronto, on travaille toute l'année,
faut avoir cet avantage du terrain. Ouais. Donc voilà, ça arrive, on a plusieurs séries où ça va arriver comme ça. Donc, Mais t'as raison de le rappeler ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dénigrer un peu l'importance, et on en parlait hier avec Jacques d'ailleurs, de la saison régulière en NBA, et ben là, concrètement, voilà, à quoi ça sert? Surtout dans cette série-là, on a vu des écarts quand même, donc l'avantage est bien là. Donc maintenant, il y a cette espèce de pression. Maintenant, ça va être 48 minutes ou plus, on n'en sait rien. Mais là, il faut que son basket, je suis toujours surpris d'entendre, oui, on va défendre maintenant. Je dis, il fallait peut-être penser à ça avant d'arriver au match 7. Hein. Mais bon, c'est bien. On sait que ça va être un match très dur physiquement. Jusque-là, les ajustements des deux coachs ont toujours été relativement les bons. Bon. Ouais. Est-ce qu'un Joel Embiid au meilleur de sa forme, s'il devait enfin l'être, on peut l'espérer, après tout ce temps, ça pourrait changer la donne? Oui, je pense qu'il le sera. Tu penses qu'il le sera? Je pense qu'il l'est redevenu. Hier soir, ça allait mieux. Oui, il y a eu un gros déchet au shoot, mais on l'a quand même senti beaucoup plus présent. Et surtout, on a bien vu que les Raptors ne s'intéressaient, pour ainsi dire, qu'à Joel Embiid, quoi. Parce que si la différence de points lorsque Embiid est sur le parquet aussi, c'est aussi ça. C'est pas parce qu'Embiid en marque. C'est parce que le fait de s'intéresser systématiquement à Embiid, ça libère les autres, et notamment Ben Simmons. Et hier, Brett Brown s'est superbement ajusté en utilisant beaucoup plus Ben Simmons en attaque, et en utilisant exactement à bon escient un joueur comme Jimmy Butler, et aussi les joueurs du banc. James Ennis, par exemple, on n'en parle absolument jamais. Mike Scott, hier soir, on n'a pas vu une image de Mike Scott, mais les mecs ont mis dedans. Et Mike Scott, on sait que quand ils mettent dedans d'un coup, généralement, vous êtes plutôt dans une position ultra favorable. S'il fout tout à côté, comme ça peut lui arriver aussi, là, vous n'êtes pas bien. Il y a tendance toujours dans ces matchs comme ça, dans les matchs décisifs comme ça, qui le détermine, les stars, on sait qu'ils vont être là, c'est les autres. Un Siakam, par exemple, qui dans la série, il y a des hauts et des bas, si lui il est bon, ça va aller. Kyle Lowry, il faut qu'il soit bon, ça on le sait. C'est un match-up Ben Simmons, Kyle Lowry, qui va être super important. Match 7, dimanche soir, 1h du mat, et on s'en frotte les mains par avance entre Sixers et Raptors. Tiens, c'est peut-être pas le dernier match 7 qu'on va voir ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre série qui se jouait hier soir entre Denver et... On l'a pas vu. On n'a pas vu le score. On n'a pas vu le score. Vas-y, on va voir. Les stats, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce match entre Denver et Portland hier soir. J'ai vraiment pas vu le résumé. Et t'es bon? Ça, c'est plus emmerdant. Non, j'ai vu le match. C'est déjà pas si mal. Donc ça devrait aller. On vous raconte ce qui s'est passé dans le match 5. Et juste après... match 6 d'ailleurs, juste après la piste. Non, c'est un regard. Alors on va pouvoir parler dans cette deuxième partie d'NBA Extra de ce Denver-Portland. Quel suspense! La dévotion, Chris Singleton, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. On ne sait pas quel score il y a pu avoir entre ces deux équipes. On ne sait pas ce qui va se passer au match 7, quoi. C'est surtout ça. Oui, non, au match 7, on ne sait pas ce qui va se passer. Au match 6, on a eu une petite idée en début d'émission. Bon, avant de parler de ça, tiens, je voulais vous parler un petit peu actu et de notre Tony Parker national qui était de passage hier sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine. C'est à vous, sur France 5, et qui a pu raconter plein de choses, un moment très sympa que vous avez peut-être vécu hier soir à la télé. Et Tony Parker a notamment évoqué cette question qu'on se pose tous. Que va-t-il faire la saison prochaine? Je suis 50-50. Ouais. Vous n'avez pas encore pris votre décision? Je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai dit au club que je leur donnerai une réponse au mois de juin. Pour l'instant... Mais vous penchez plutôt vers quoi? Non, j'hésite vraiment. J'hésite vraiment. Il y a une partie de moi qui... j'ai plus rien à prouver. J'ai envie de passer du temps avec la famille. Et il y a une autre partie de moi, je me dis, pourquoi pas faire une dernière. Il y a un match à Paris en janvier. La NBA revient en France, donc ça va être un bel événement. Donc je peux dire que voilà, c'est ma dernière. Donc je suis 50-50. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter? La bonne raison pour d'être motivé, en fait, d'être motivé, parce que toute ma vie, j'ai joué pour gagner des titres. Et maintenant, avec Charlotte, c'est une équipe de milieu de tableau. Donc, des fois, tu as du mal à te lever le matin pour te motiver pour ça. Parce que tu te dis, toute ta carrière, moi, les 17 années où j'ai joué à San Antonio, chaque année qu'on commençait, je me dis, on a une chance de gagner un titre. On n'est donc pas plus avancé. Réponse le mois prochain pour Tony Parker, en juin. Vous la sentez comment, vous? Xav, Chris, qui veut se lancer? Xav? Comme lui, je pense que c'est vraiment du 50-50. Je pense que ce qu'il dit est totalement sensé et très honnête. Je le comprends qu'arrivé à son âge, avec son expérience, qu'il ne soit pas super motivé pour se battre pour une place au milieu de tableau. Je pense que Tony, ça a toujours été un winner. Et qu'il n'y a pas... C'est pas dans son esprit, en tout cas, de continuer de jouer juste pour aller prendre. Alors,
Un peu plus. Donc, à mon avis, ouais, il serait peut-être plus motivé par d'autres challenges éventuellement, à moins que il sorte de son contrat pour aller ailleurs. Moi, je comprends. Est-ce que une fin un peu difficile, parce que cette dernière saison, quand même, on va pas se mentir, rater les playoffs avec Charlotte, la fin où il était mis sur, enfin voilà, ils l'ont sorti de la rotation. Est-ce que ça pourrait pas l'inciter, Chris, à revenir, à avoir une fin un peu plus digne? Moi, j'espère en tout cas. Ouais. Parce que si là c'est fini. Ça serait dommage, ça serait une fin dommage. C'est vraiment pas du tout ce qu'il mérite. Il mérite mieux, bien sûr. Non, mais évidemment, on l'a suivi toute sa carrière, donc on sait qu'effectivement, c'est un compétiteur. Lui, il joue pour les titres. Il a toujours fait depuis qu'il est arrivé en NBA. Donc, effectivement, je comprends bien les deux côtés, le fait de se lever en disant on va jouer pour finir 8e, 9e, si tout va bien. Tu sens rien, toi? Moi, je préférais le voir jouer une saison en Euroleague. Je pense qu'il va, oui. Ah bon? Ouais. Ça, j'y crois peu. Hein. Moi aussi, mais j'y crois pas du tout, même. Mais à la limite, pourquoi pas. Il y a la deuxième chose aussi, il y a l'événement à Paris. Bien sûr. Ce qui peut être important pour toute la globalité, ce qu'il fait dans le basket. Donc, il ne faut pas négliger ça, ça peut être très important. C'est aussi un match sur 82. Oui. Parce qu'il y a tous les autres aussi à jouer. Non. Je sais pas, mais vous savez, Michael Jordan, on se souvient de lui avec les Bulls. On a un peu tous oublié son année aux Wizards. On pas vraiment là-dessus. Ces 2 années, ouais. On se souvient pas vraiment de ça. On se souvient de la légende du joueur que c'était. Oui. Donc pour moi, je pense qu'on se souviendra tous de Tony avec le maillot des Spurs. Et que dans quelques années, ah oui, tiens, c'est vrai, il avait joué en Hornets. C'est vrai. Donc je pense que ça va pas gâcher, ça va pas ruiner sa fin de carrière, en tout cas, pas du tout. On saura très bientôt. Ça legacy. Le mois prochain, nous a dit Tony Parker, pour savoir s'il reviendra sur les parquets l'an prochain ou pas. On laisse Tony tranquille et on en revient à nos playoffs NBA avec donc ce Denver-Portland, match 6 la nuit dernière. Ça se passait au Moda Center de Portland, c'est bien ça. On va revenir en images sur le match 5 pour comprendre un peu où nous en étions. Match 5 qui était à Denver. Et là aussi, comme sur le Philly-Toronto, il y avait eu gifle. Better about that jump shot. Well, he did not score the first 5 minutes of Game 4. He's off to a good start here. Jokic gets it back, was fortunate. Millsap comes away from it. Millsap's already hit a 3 tonight. Gives it to Harris, side by side, and Harris goes all the way in, uncontested. Millsap comes away with the board. And Millsap all the way. And the follow jam by Jamal Murray. Whenever you watch us play, we're a fun team to watch because of how unselfish we are. It's not just one guy dribbling the ball 25 times and shooting. It's actually guys making the right play, playing off of each other. And you can tell by watching us play how much we care for each other. And that's probably one of the things I love most about our group. The most important, I think guys are like at the end of the day. I think that's the most important thing. Knowing the situation and going into this game, knowing that we got to get it. I think that's the most important thing for us. Une large victoire des Nuggets et ça fait donc 3-2 dans cette série pour Denver avant de rebasculer, Xav, dans l'Oregon, Portland, Moda Center. Exactement, et là c'est do or die maintenant pour Damian Lillard, alors que Nikola Jokic et compagnie peuvent arriver plutôt un petit peu plus détendus. On sait que le dernier match, quoi qu'il arrive, aura lieu dans le Colorado, et pourtant l'avantage en tout début de match, Jokic et Murray, c'est tendu. Et voilà comment Denver prend assez largement l'ascendant en premier quart-temps. Mais je vais rien vous apprendre, hein. Il y a 4 quart-temps. Et il y a tout le temps de revenir dans cette partie. Regardez, ça va très très vite. Damian Lillard ici qui s'amuse. Et Torrey Craig pour envoyer à 3 points et donc donner l'avantage aux Blazers. Possession offensive suivante pour Portland et de nouveau Damian Lillard. Juste assez énorme en fait. Le Dame Time est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. La réponse derrière
Nous sommes en 3e quart-temps désormais. Et c'est très serré entre les deux équipes. Nikola Jokic a 3 points pour donner l'avantage aux Nuggets. On a un bon match. Hein. Mais que de toute façon, comme toujours entre ces deux équipes, on sait que ça peut partir dans tous les sens et de très distance. Oui. Ah oui, mais il connaissait ses stats, hein, plus de 9 mètres. Hein. Bah oui. Eh ben voilà. Encore. Allez. Et pan. Bon. Si vous n'avez pas bien compris la première fois, il peut vous la refaire comme ça sans aucun problème. Hein. Ah, tiens, Nurk. Youssouf Nurkic, il faut Nurk toujours que je le alert. cite. Oui, Rodney Hood derrière. Rodney Hood une fois, Rodney Hood deux fois le facteur X de cette équipe des Blazers dans ces demi-finales de conférence. Il est tout simplement énorme. Et en 4e quart-temps, c'est bien lui qui donne un petit avantage aux Blazers. Petit parce qu'on sait que ça peut encore aller très très vite. Et là, au bout d'un moment, les coups d'en avant, il y en a marre. Et ça, c'est bien joué. Hop, ça va se chauffer un petit peu entre Seth Curry et Will Barton. C'est les playoffs, hein. Le petit doigt, il marque jamais, ça. Ça énerve, ça aurait pu y aller, effectivement. Sous les yeux du Papa Curry, c'est terminé pour Will Barton. On va retrouver Damian Lillard derrière. Maman également. Hein. Maman, j'ai absolument. Et ça va très très bien se passer pour les Blazers. Ce do or die se passe à merveille grâce particulièrement à ses stars habituels. Tiens, on n'avait pas encore vu CJ McCollum. Il a envoyé celui-là. Pourtant, il a été bon. Hein. Il a été énorme. Ouais. On l'a pas beaucoup vu dans ce résumé malheureusement, mais ils ont tous été très bons les Blazers. Ils ont un cœur mais énormissime. 62 points envoyés par le duo Lillard-McCollum. Rodney Hood à lui seul, c'est 25 points. C'est énorme. Et alors, je sais pas si vous êtes remonté pour savoir quand c'était la dernière fois qu'il avait mis 25. Mais il faut remonter à quelques temps. Hein. Evan Turner, en revanche, est certes passé à côté au niveau du scoring, mais a été assez efficace dans le jeu de passe avec cette passe décisive. C'était des passes décisives forcément importantes. Et le banc des Nuggets, qui est l'une de leurs grandes forces, a été porté un petit peu disparu hier soir. Et voilà, on aura non pas un, mais minimum 2 matchs 7 ce dimanche, Chris. Oh, le troisième arrive. Ouais, c'est énorme. Et puis Denver, encore une fois, compte beaucoup sur le fait, parce que le discours de son coach, c'est exactement ça. On a les matchs 7 chez nous. On a travaillé toute l'année pour l'avoir. On a un des meilleurs bilans NBA à domicile. Donc, il faut se méfier avec ce genre de... Qu'est-ce que tu retiens quand même avant de se projeter sur ce match 7, de ce match 6 déjà, cette victoire des Blazers hier soir, ils l'ont mérité? Ouais, encore une fois, c'est Lillard au bon moment, parce que les 2 matchs avant, il était un petit peu en dessous. Mais je reviens aux autres. Si Rodney Hood ne sort pas ce match-là, je ne suis pas sûr que Portland passe. Donc, trouver un joueur qui est le Georgie. Denver, ils n'ont pas trouvé sur leur banc. Mais Lillard, McCollum et Rodney Hood, très fort. Hein. Ouais, Rodney Hood, tiens, à qui on va laisser la parole. Il a été tellement bon hier en sortie de banc qu'on veut l'écouter. I mean, we've been fighting all year. We're Nurk going out, what Yim is going through. We're resilient. It's the next man up. We've just been fighting. And we get a chance to go to the Western Conference Finals on the road, so we're excited about that. I think it was not so much how we came out, but how we responded to being down 10 in the first quarter. And didn't have a lot of momentum. But the way we came back in the first half was important, and then the way we sustained it. But, going into Game 7, it's Game 7. Should be fun. Just had to make shots. I think sometimes as a shooter, the shots just don't fall. And then you start trying to make shots a little bit too hard. You start trying too hard to make shots. Maybe take a few tough ones, and then that just makes it, a longer night sometimes. And I think over the course of the series, well, at least after Game 1, just haven't seen the ball go in consistent enough. And my job is to stay aggressive, keep doing what I do. And tonight, shots fell. Restons un petit peu sur ces Blazers, leur belle victoire d'hier soir. On peut parler, Xav, un peu de l'apport de Rodney Hood, l'ancien joueur des Cavs, l'ancien joueur du Jazz, excellent hier en sortie de banc. Il est énorme. Quel coup superbement réalisé. C'était Shane Gallo la semaine dernière qui nous disait qu'à la base, c'est un excellent joueur. Oui. On l'a juste complètement oublié parce que il s'est peut-être un petit peu oublié aussi. Avec les Cavs, il jouait jamais. Enfin bref. Et les gars, il y a bien un moment où Rodney Hood, il n'est pas arrivé là par hasard. Il avait un vrai talent. Souvenez-vous de lui à Utah. J'ai l'impression qu'on a enfin retrouvé ce joueur-là et c'est cool pour nous, pour lui, j'en parle même pas. Et alors pour les Blazers, parce que quel coup ils ont réussi entre Rodney Hood et Enes Kanter. Là, chapeau. Rodney Hood, Chris, tu nous parles un peu du joueur, gros scoreur?
C'est un gros score, surtout c'est un joueur qui a besoin de rythme. On se souvient de lui au Jazz, il était à 15-16 points de moyenne. C'était quand même une arme en attaque très efficace. Très bon joueur. Et on sent un joueur qui est tellement heureux de marquer des points au-delà de ligne d'échauffement aux Cavs. Et puis c'est sur un poste où ils avaient besoin. On sait que sur le poste 3, voire 4, plutôt 4, mais c'est quand même très limite. Après, tu peux décaler un petit peu Alfaro Camino et avoir un vrai 3. Parce que quand on voit Evan Turner passer complètement à côté, ces derniers temps, particulièrement au scoring, le scoring, il faut qu'il vienne de quelqu'un d'autre. Et il vient de la part de Rodney Hood ou de Seth Curry, là qu'on vient de voir. Parce que Seth Curry aussi, il ne faut pas l'oublier, il fait des gros playoffs, il shoot à plus de 40% à 3 points. Voilà, c'est des joueurs, on ne les a pas vus venir. Mais c'est toujours ce genre de joueurs qui vous amène à un moment ou à un autre la différence en playoffs. Les autres. Et voilà. Et ces mecs-là, à un moment, il faut qu'ils élèvent un petit peu leur niveau. C'est ce qu'ils font parfaitement bien, parce que ce sont des mecs non seulement intelligents, mais super talentueux. Ronnie Wood, c'est cool, quoi. Ce qui change dans le jeu de Portland cette année, c'était un banc. L'année dernière, il l'avait pas. Exactement. Donc, l'année dernière, c'était Lillard, un colonne, bonne nuit. Donc, s'il n'y avait pas autre chose. Mais là, vraiment, ils ont de quoi voyager. Ouais, c'était bonne nuit en avril l'année dernière, et ce sera beaucoup plus tard pour cette année. T'es prêt à bosser, Singleton, un petit peu, là T'es prêt à bosser Oui. On fait disséquer un peu le jeu de Damian Lillard en palette. Bien sûr, évidemment. Allons-y. On va se régaler. Il shoot à 9 mètres. Voilà. Alors, tu vois, c'est pas vrai. Regarde. Non, là, c'est la lecture d'écran. Il trouve l'espace intermédiaire. Un bon choix. Il a le jeu court et long. Donc, il reste derrière Canter. Mais ça qui est terrible, c'est que c'est devenu une arme. En fait, maintenant, on a peur de lui de loin, donc on va monter. Il monte fort ils sont obligés. Et là, Torrey Craig, il sort. Bim, double écran. Il sort sur le côté haut. Là, il va venir vers le deuxième écran, mais il va passer au milieu. Jokic, aucun souci. Il peut le stopper. Non, c'est bien joué de la part. Il a une dissection de jeu qui est parfait. 32 points hier, meilleur score Damian Lillard. Moment sympa, vous l'avez vu dans le résumé, on a aperçu Youssouf Nurkic, blessé, vous savez, à la jambe depuis la fin de saison régulière. Il s'est exprimé pour la première fois de ses playoffs à la télé de Portland. Je vous propose de l'écouter, ce bon Youssouf. I think we show up. We're pretty much good when, back against the wall, and those situations I thought we handled pretty good. For me, it was like last game, the third quarter was kind of tricky, and we didn't respond well. So I just tried to be in third quarter there, and they see my face, and they're just gonna support them. And I'm excited. I mean, the game 7 out there, and all the pressure back to them, and we play free. So I'm excited. I believe we win. So, I wish I can play, but it is what it is now. It's amazing. They support from the day one. I've been here, so we're just blessed to have them. So it's good. Feeling great. They call me the Beast for a reason, right? And I'm really happy to see Nurk healthy. And not healthy, I mean, he's back, and I know he had a tough injury, and yes, he was with us, and we are conference, whatever, rivals or whatever, but for me, it's really nice to see him walking and by himself, and in such a short period. Thank you, guys. Nikola Jokic. On ne lui avait pas posé de questions, c'est lui qui a décidé de parler de lui-même, de Youssouf Nurkic. Je trouve la démarche plutôt élégante. Je rappelle que lui est serbe. Très potes, hein. Nurkic et bosnien, ils sont potes, mais je veux dire, c'est pas évident, c'est plutôt élégant. Oui. Ils ont joué longtemps ensemble, c'était des partenaires d'entraînement, ils sont restés très proches. On savait très bien qu'il fallait qu'il y en ait un qui parte pour faire que l'autre puisse exploser. Et puis à l'arrivée, ça marche très très bien pour les deux. Bon, encore plus pour le Joker, bien sûr, mais quand même, c'est bien, c'est un beau truc. Ouais. On sait aussi que les joueurs NBA, ils ont une sensibilité pour les blessures. Bien sûr. Surtout les blessures graves. Ils savent un jour ou l'autre, ça pourrait les arriver. Ils ont, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut du courage. Messieurs, nous aurons donc un deuxième match 7 dimanche entre Denver et Portland. Et ça se projette déjà. It's always people saying, people have never been in a game 7. But it's basically a game where only one team is going to make it out. It's your last opportunity to play. So facing elimination is what it is to me. That's going to be my approach. And we was facing elimination tonight. Only thing that's going to change is going to be on the road. And it's far season for all the marbles. So for me, I'm not going in there saying, I've never been in a game 7. I'm going in there saying I know what this team is capable of. I know what I am and who I am as a player, and I'm gonna go in there to get the job done. I'm not concerned with it being Game 7 or whatever. It's not Game 7 of the finals, so it is what it is. Game 7. How much difference does home court
make, or does it make a difference? I mean, we kind of lost in the first series at home, and we lost in the second series. So, and we beat them when we travel away at their home. So, I mean, it means a lot, of course. I mean, if we can pick, we're gonna play Game 7 at our home. But I think the most important is who brings the energy on the floor and who brings the physicality. On a vu avant la pub les chiffres des matchs 7 dans l'histoire en NBA et ceux de Toronto-Philly. Regardons ceux de Denver-Portland. Du coup, les matchs à domicile, on se rend compte que malgré le scepticisme là de Nikola Jokic, Denver à domicile, Xav, c'est quand même très costaud. C'est extrêmement costaud. C'est sûr que c'est comme pour l'autre match, je vais donner un petit avantage à l'équipe qui reçoit. Peut-être un poil plus gros même pour Denver cette fois-ci. Parce que je les trouve assez impressionnants. Alors dans les matchs à domicile, c'était vraiment très très intéressant. Maintenant, avec les artilleurs qu'il y a en face, qu'est-ce que ça va être bien ça encore. Ouais. Parce que ça joue. Cette série, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est peut-être celle qui est la moins clinquante à l'œil finalement quelque part. Sûr. Mais pour m'être fait les 4 derniers, je crois, en intégralité, mais ça joue, mais c'est magnifique. C'est une super série. Et je vais quand même rester un peu sur Denver, mais par contre, ça va faire 14 matchs sur 14 possibles pour eux. Bah ouais, série au premier tour en 7 matchs face aux Spurs, 7 matchs à nouveau là. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quelque part, j'aime bien cette équipe de Portland aussi, parce qu'ils ont tout simplement... ils sont battus contre plein de choses. Moi, je pense qu'ils vont faire la surprise. Ah, tu vois Portland passer? Ouais. Denver, un peu, des fois dans la fragilité, dépend beaucoup de l'adresse, mais... Non, mais c'est possible. Tout est possible, c'est un match 7. Un match 7, tout est possible. Ouais, au niveau de l'horaire, là, on met 3h30. Alors, oui, mais ça, c'est uniquement dans le cas où il y aurait un match 7 Rockets Warriors. Sinon, il sera à 21h30, ce Denver. Dans tous les cas, on va vous récapituler ça tout à l'heure. Dans tous les cas, il y aura un match dimanche à 21h30, un match 7, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Les 2 matchs de cette nuit, on a vu victoire de Portland et victoire de Philadelphie. Est-ce que vous avez un MVP, messieurs? Je vais aller sur Jimmy Butler. Jimmy Butler à droite? Ouais, mais bon... Oh là, pas convaincu. Non, c'est pas si évident très bon, mais je vais sortir un peu du chemin, comme ça. Je vais donner au capitaine des autres, Rodney Hood. Ça aurait pu être Rodney Hood, c'est vrai qu'il y a un apport intéressant du banc. On l'a donné à Jimmy Butler parce que... J'ai beaucoup pensé à Embiid. J'ai beaucoup pensé à Embiid pour sa stat incroyable. Ouais. Pour le plus 40, je comprends, mais son importance. Mais bien sûr, en chiffres, c'est évidemment Butler. Jimmy Buckets, MVP de la nuit pour la team NBA Extra. On va regarder le top 5 de cette soirée, de ces 2 matchs. Et derrière, on vous explique tout et déjà ce qui nous attend ce soir. Harris on the break. Rejected. Butler's going to take this one. Short. Chases it down. Is fouled. And he takes it. A 3-point chance for Jimmy Buckets. Quickly up to Gary Harris. Nice move and a punch. Look at the thunder from Gary Harris. Do it big. Can't finish. Simmons! Lucky jam! Girl game. Squad goes. Toronto brings the TNT. Will have that. Here's Butler. Alley-oop. And Simmons with a putdown. How good was that fake by Jimmy Butler? Ce soir, il n'y aura qu'un match en NBA, mais quel match! Golden State Warriors, Houston Rockets, match 6 entre ces 2 équipes. Ce sera à suivre en direct, bien sûr, sur beIN Sport, 3h du mat, avec Fred Schweikert et Christopher Singleton. Yes, sir. Au rapport, une info sur ce match-là qui concerne Kevin Durant. Il ne jouera pas ce soir. Kevin Durant, Steve Kerr s'est exprimé hier à son sujet. Il nous a dit... à mot découvert, parce qu'il voulait pas, à mot couvert justement, pardon, parce qu'il voulait pas trop s'avancer, mais qu'en cas de finale de conférence, Xav, il serait de retour Kevin Durant, mais ce qui veut dire que ce soir et l'éventuel match 7, pas de Kevin Durant. Exactement, il sera réévalué la semaine prochaine, sans qu'on ait vraiment plus de précision que ça, mais c'est vrai qu'effectivement, donc ce retour est prévu pour les finales de conférence. Si, finale de conférence il y a, parce que là, ce soir, c'est à Houston, et que là, d'un coup, sans KD, eh bien, les choses deviennent extrêmement compliquées. Donc c'est ce qu'on disait hier avec Jacques, de toute façon. Maintenant, c'est l'équipe old school, mais privée du banc qu'il y avait avant. Ouais.
face à des Rockets qui ont finalement presque tout à perdre sur cette partie-là. Et c'est peut-être le vrai danger des Rockets, il est là. C'est vrai que c'est eux qui ont la pression. C'est qu'il y a le ravin. Hein. C'est les Rockets qui ont la pression. Chris, ils sont dos au mur. Est-ce qu'ils sont favoris, les Rockets, sur ce match 6 ? Non, pas du tout, parce que voilà, c'est pas aussi simple que ça. Le problème, effectivement, c'est que tu perds le meilleur jour des playoffs actuellement, à ce jour. Ça, c'est Kevin Durant. Il faut trouver 35 points. Il faut trouver beaucoup de rebonds. Il faut trouver sa présence en défense, mais ça va motiver les autres. Mais l'avantage de Golden State, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Ils savent comment faire sans lui. Donc pour toi, Warriors favori quand même. Je sens Houston trop fragile pour l'instant. Je veux que Houston gagne. Je ne cache pas que je veux que Houston gagne. Je sais bien, Chris, je sais bien. Mais bon, on verra. Bon, sachant en tout cas, moi aussi, moi je veux 3 matchs 7. Ah oui, je veux les 7. Ah ouais, j'ai faim, moi. Troisième match 7 qui serait bien sûr dimanche soir. D'ailleurs, si c'est dimanche 21h30, c'est ce qu'on voulait peut-être vous dire. Si match 7 il y a entre Warriors et Rockets, ce sera dimanche 21h30 à suivre en direct sur beIN Sport, évidemment. Sachez que vous pouvez gagner encore un maillot. On est hyper généreux dans la Team NBA Extra en ce moment. Mais vous les sortez où de Paris Basketball. N'hésitez pas à suivre leur compte Twitter d'ailleurs et celui NBA Extra. Vous pronostiquez le match 6, la différence de points, le meilleur scoreur. Vous verrez ça sur le post Twitter NBA Extra. On ne va pas donner un mec qui joue quand même. Ah mais oui, j'avais pas pensé d'ailleurs. Moi je suis en train de dire oui, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon. Kevin Durant ne joue pas, mais tu peux mettre son maillot. C'est pour se mettre dans l'ambiance. On pouvait pas prévoir la blessure de Kevin Durant non plus. Voilà, on prend des shoots. Hier c'était Embiid, c'est bien, on est bien sur les mecs. On est pas mal, on verra qui on fait au prochain du coup. Bon, voilà, on a fait le tour. On va attendre le match de ce soir avec impatience ce soir maintenant. Hein, je te texte. Tu me textes ? Oui. Parfait. On pourra discuter pendant le match. L'émotion, merci bien. À demain. Merci à la Team NBA Extra du jour et bravo à Myriam pour son sommaire. C'était absolument magnifique. Rendez-vous ce soir, 3h du mat, pour ce match 6. Ciao, ciao.